Mon père a soudainement appelé. Où es-tu maintenant? J'étais chez mes beaux-parents pour la fête d'anniversaire de ma femme. Chez mes beaux-parents, toute la famille est là, ai-je dit. Écoute, prends ta fille et sors de là maintenant. J'ai demandé, pourquoi? Il a répondu, fais-le, c'est tout. Ne pose pas de questions. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. J'ai attrapé ma fille et j'ai couru hors de la maison. Ce qui arriva ensuite fut bouleversant. Chapitre 1. L'appel. La fête battait son plein. Les rires fusaient de la salle à manger. Les verres s'entrechoquaient. Et le riche arôme de l'agneau rôti et du naan beurré emplissait l'air. La famille de ma femme adorait les célébrations bruyantes, et ce soir ne faisait pas exception. Son anniversaire était un prétexte pour réunir tout le monde, cousins compris, sous le même toit. J'étais près de la cuisine, en équilibre avec une assiette de gâteau pour ma fille, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Papa. J'ai failli ne pas répondre. Il appelait rarement quand il me savait à des événements familiaux, mais quelque chose m'a poussé à faire glisser mon doigt sur l'écran. Salut, papa. Sa voix était sèche, urgente. Où es-tu maintenant? Chez mes beaux-parents, dis-je en jetant un coup d'œil à la salle à manger bondée. Toute la famille est là. Pourquoi? Il a pris une inspiration qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une pause. Écoute, prends ta fille et sors de là maintenant. Je me suis figé. Quoi? Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Ne pose pas de questions. Sa voix s'est brisée, non pas de faiblesse, mais d'une tension que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Je n'ai pas discuté. J'ai posé l'assiette, j'ai traversé la pièce et j'ai trouvé ma fille en train de jouer avec ses cousins. Viens, ma chérie. Ai-je murmuré, forçant le calme dans ma voix. On va faire un tour en voiture. Derrière moi, ma femme a appelé. Où est-ce que tu vas? On n'a même pas encore allumé les bougies. Je n'ai pas répondu. Le ton de mon père résonnait encore dans mes oreilles. L'air frais de la nuit caressa mon visage alors que j'attachais ma fille dans son siège auto. Mon cœur cognait fort maintenant, mon esprit passant en revue une douzaine de scénarios. J'ai quitté le trottoir et j'ai recomposé son numéro. Papa, je suis dehors. Dis-moi ce qui se passe. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait serrer le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. Chapitre 2. L'avertissement. La voix de papa est sortie du haut-parleur, basse mais pressante. Va dans un lieu public, une station-service, une place animée, n'importe où il y a du monde. Ne rentre pas à la maison. Ne va pas chez moi, et ne fais pas demi-tour. J'ai regardé dans le rétroviseur. Ma fille observait les lampadaires défiler en fredonnant. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des heures. Je viens de raccrocher avec un ami dans les forces de l'ordre. Il monte un dossier depuis des mois contre tes beaux-parents, et c'est grave. Fraude, blanchiment d'argent, et peut-être pire. Ma prise sur le volant s'est resserrée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ils essaient de t'impliquer. Le nom de ta femme est partout sur certains comptes, et sur le papier, tu es impliqué, que tu le saches ou non. Mon ami a dit. Si tu étais dans cette maison quand ils sont intervenus, tu pourrais tomber avec eux. J'ai dégluti difficilement. Les rires et les bavardages de tout à l'heure résonnaient dans ma tête, ressemblant soudain plus à la scène qu'à une célébration. Alors, c'était prévu de m'utiliser comme bouc émissaire. La pause de mon père fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Mets-toi en sécurité. Je te rejoins dans 20 minutes. On doit se parler en personne, et je te dirai tout. J'ai tourné sur un boulevard bien éclairé, mais dans le rétroviseur, un SUV noir est apparu, réduisant rapidement la distance. Le même SUV que j'avais vu garé dans la rue de mes beaux-parents en arrivant, et il n'était pas en train de me dépasser. Chapitre 3. La poursuite. Le SUV s'est rapproché rapidement, ses phares éblouissant dans mon rétroviseur comme un prédateur fixant sa proie. Papa, dis-je dans le haut-parleur, en gardant la voix basse pour que ma fille n'entende pas la peur qui la sous-tendait. Je crois que quelqu'un me suit. À quelle distance? Trop près, ai-je marmonné en changeant de voix. Le SUV a imité mon mouvement. Écoute attentivement, dit papa, son ton soudainement sec et tactique. N'accélère pas. Ça attirerait l'attention de la police.
continue juste d'avancer vers un endroit fréquenté. Prends des virages que toi seul connaîtrais, fais-les travailler pour te suivre. J'ai mis mon clignotant à droite, puis au dernier moment, j'ai viré à gauche dans une rue latérale. Le SUV a suivi sans hésitation. Mon cœur s'est emballé. « Papa, pourquoi on prend un autre chemin ?» demanda ma fille depuis l'arrière, sa voix fluette. J'ai forcé un sourire dans mon ton. « On prend juste le chemin amusant, ma chérie. » C'est un petit jeu, mais à l'intérieur, je balayais du regard chaque vitrine, chaque lumière, cherchant une issue de secours. À environ 1 kilomètre, j'ai repéré le Salut, une station-service ouverte 24h24, vivement éclairée, avec un flux constant de clients. J'y suis entré brusquement, m'arrêtant juste sous les caméras de sécurité et les néons. Le SUV a ralenti en passant devant l'entrée. Un instant, j'ai cru qu'ils allaient entrer, mais il a continué sa route, disparaissant dans l'obscurité. J'ai expiré pour la première fois depuis des minutes. « Bien, » dit papa quand je lui ai raconté. « Reste là. J'arrive bientôt. Et quand j'arriverai, tu vas entendre quelque chose qui changera à jamais la façon dont tu vois la famille de ta femme. » Chapitre 4. La vérité. 10 minutes plus tard, le camion de papa est entré dans la station-service, ses phares perçant la lueur fluorescente. Il est sorti rapidement, balayant le parking du regard avant d'ouvrir ma portière passager. « Déplace ta voiture là-bas, sous les caméras, » dit-il en montrant une place plus proche de l'entrée principale. Sa voix était toujours tendue, mais il y avait maintenant une précision contrôlée, comme celle d'un homme qui avait traversé des situations où un faux pas coûtait tout. Une fois ma fille solidement attachée sur sa banquette arrière, papa se tourna vers moi. Il ne faisait pas que la fête ce soir, commença-t-il. Il serrait les rangs. Mon ami de la brigade financière m'a dit que les mandats sont signés. Ils vont perquisitionner la maison de tes beaux-parents ce soir. Plusieurs agences, et le nom de ta femme est partout dans les documents. Je le fixais. Mais je n'ai rien à voir avec tout ça. Ça n'a pas d'importance s'ils peuvent faire croire le contraire, dit-il fermement. Et crois-moi, ils te montaient un coup. Les comptes qu'ils ont utilisés, beaucoup sont des comptes joints de non seulement. Elle a déplacé de l'argent, et la piste mène à toi. Les mots s'installèrent en moi comme de l'eau glacée dans ma poitrine. Papa se pencha plus près. Si tu étais resté là, ils auraient pu placer quelque chose. De l'argent, des documents, même des appareils pour te faire passer pour un participant actif. Tu serais en cellule de garde à vue en ce moment pendant qu'ils démolissent ta vie. J'ai pensé à l'étrange distraction de ma femme pendant la fête. La façon dont son père avait été presque trop amical, remplissant mon verre. Comme par un signal, des sirènes retentirent faiblement au loin. Mon père jeta un coup d'œil dans cette direction. « C'est eux, » dit-il. « Ils interviennent maintenant. » J'ai regardé ma fille sur la banquette arrière, endormie, en sécurité, complètement inconsciente de la catastrophe que nous venions d'éviter de justesse, et j'ai su que ce n'était pas fini. Chapitre 5. La perquisition. Les sirènes devinrent plus fortes, puis se turent brusquement, remplacées par le bruit sourd et distant de portières de voitures claquant et par des ordres aboyés sèchement. Du coin le plus éloigné du parking de la station-service, je pouvais voir le faible scintillement du rouge et du bleu se reflétant dans le ciel, en direction du quartier de mes beaux-parents. Les yeux de mon père ne quittaient pas cette lueur. Ils encerclent la maison maintenant, dit-il doucement, presque pour lui-même. J'imaginais la scène. Des officiers en tenue tactique se déversant sur la pelouse manucurée, leurs bottes crissant sur le chemin de gravier. La porte d'entrée s'ouvrirait sous le poids d'un bélier. Et en quelques secondes, le salon, celui-là même qui était rempli de rire et de champagne quelques minutes plus tôt, se transformerait en une tempête d'ordre et de pas pressés. J'ai appelé un ami qui habitait 2 rues plus loin. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix tremblante. « Mec, chez tes beaux-parents, on se croirait dans un film. Des fourgons de police, des SUV banalisés, des agents qui sortent des boîtes et des sacs. Ta femme est dehors, menottée, en train de se disputer avec un inspecteur. » Mon estomac se serra. Et les enfants, ils sont sortis par une femme policier, calme, mais effrayée. La mâchoire de papa se contracta. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai appelé. J'ai hoché la tête lentement. Tous mes instincts me hurlaient d'y aller, de demander des réponses, mais je savais que ce serait le pire geste que je puisse faire. Si l'avertissement de mon père était juste, et à en juger par la situation,
Entrer dans cette scène aurait pu signifier entrer dans une cellule. Le téléphone vibra dans ma main. Un message de ma femme. Quoi que tu aies entendu, ce n'est pas vrai. Retrouve-moi, s'il te plaît. Je l'ai fixé, un calme glacial s'installant en moi. Je n'ai pas répondu, car après ce soir, je ne marcherai plus jamais aveuglément dans quoi que ce soit. Chapitre 6. Le masque tombe. Le lendemain après-midi, la nouvelle était partout. Les gros titres s'affichaient sur les chaînes locales, une famille d'hommes d'affaires éminents au centre d'une enquête fédérale pour fraude. J'étais assis dans le bureau de mon père, ma fille dans la pièce voisine dessinant avec ma belle-mère, tandis que papa faisait glisser un dossier en carton sur le bureau. Ça vient de Harris, dit-il, son ami de la brigade financière. C'est tout ce qu'ils ont sur tes beaux-parents et ta femme. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de relevés bancaires, de virements et de contrats. Chacun était un petit couteau qui se tordait un peu plus profondément. La signature de ma femme apparaissait sur plusieurs autorisations de comptes offshore. Elle avait été co-signataire sur des transactions immobilières qui n'étaient que des sociétés écrans pour blanchir de l'argent sale. Un onglet du dossier était intitulé « Piéget ». À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Des accords de prêt falsifiés et de fausses factures de conseil, tous à mon nom, me liant tous directement au réseau de blanchiment. Si la perquisition avait eu lieu avec moi sur place, ils auraient pu prétendre que j'avais été complice depuis le début. Ils allaient te faire porter le chapeau dès que l'enquête se serait trop approchée, dit papa d'un air sombre. Faire de toi le bouc émissaire pendant qu'il disparaissait avec tout ce qu'il pouvait sauver. Une vague de trahison me frappa plus fort que la peur ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était planifié, calculé. Ma femme s'était tenue à mes côtés lors de dîner, m'avait souri à table, avait bordé notre fille, tout en construisant le récit selon lequel c'est moi qui paierais les pots cassés. Je fermai lentement le dossier. Elle pense que je vais encore la protéger, qu'elle peut s'en sortir en parlant. Papa se renversa dans son fauteuil. Alors peut-être est-il temps qu'elle apprenne à qui elle a vraiment affaire. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne me contenterai pas de me défendre. Je m'assurerai qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de faire une chose pareille à qui que ce soit. Chapitre 7. Préparer le terrain. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Harris avant même que le café dans sa tasse n'ait refroidi. Nous avons tout revu. Chaque signature, chaque facture falsifiée, chaque compte offshore portant mon nom sans mon consentement. C'est suffisant pour te disculper, dit Harris en tapotant la pile de preuves. Mais si tu penses aller plus loin, nous devons nous assurer que tout est blindé. Elle va se battre pour sa réputation aussi fort qu'elle s'est battue pour détruire la tienne. J'ai hoché la tête. Alors on va rendre ça si hermétique que le combat ne commencera même pas. Première étape, la défense publique. Harris a arrangé pour que je fasse une déclaration officielle par l'intermédiaire du bureau du procureur, précisant que je coopérais pleinement et que j'avais joué un rôle déterminant dans la découverte du complot. C'était sec, formel et parfait. Ça me présentait comme le lanceur d'alerte, pas le suspect. Deuxième étape, le levier civil. Marc, mon avocat, a déposé une action civile préventive en dommages et intérêts contre ma femme, invoquant la fraude, l'usurpation d'identité et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Cette manœuvre a gelé tous les actifs auxquels elle avait encore accès en attendant le procès. Troisième étape, la preuve sociale. Discrètement, j'ai laissé certains amis communs, ceux qu'elle ne soupçonnerait jamais d'être de mon côté, découvrir des bribes de vérité. Les documents du tribunal étaient désormais publics, et il n'a pas fallu longtemps pour que les bonnes captures d'écran commencent à circuler dans les conversations de groupe. Son image soigneusement construite a commencé à s'effriter sans que je dise un mot. Pendant tout ce temps, je ne l'ai pas contactée une seule fois. Pas un SMS, pas un appel. Si elle voulait me parler, elle devait passer par mon avocat. Et à ce moment-là, chaque conversation serait enregistrée. À la fin de la semaine, ces messages étaient passés de la défensive « Tu ne connais pas toute l'histoire » au désespoir « S'il te plaît, pouvons-nous nous voir ?» Mais sa version ne m'intéressait plus. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à la laisser y entrer. Chapitre 8. La confrontation. C'est arrivé un mardi après-midi. Je venais de quitter une réunion avec mon avocat quand je l'ai vu debout près de ma voiture sur le parking, les bras croisés, des lunettes de soleil cachant la majeure partie de son visage. « Daniel » dit-elle au moment où je m'approchais,
sa voix tendue mais essayant d'être douce. Nous devons parler seuls. Je me suis arrêté à une bonne distance de 2 mètres. Tu connais les règles. Tout ce que tu as à dire passe par Marc. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, baissant la voix. Ce n'est pas à propos de l'affaire. C'est personnel. Tu dois me croire. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Je n'ai rien dit, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle commence à tripoter la lanière de son sac à main. Finalement, elle a lâché le morceau. Ils allaient me faire tomber aussi. J'ai pensé que si je jouais le jeu, je serais en sécurité. Mais quand tu es parti cette nuit-là, ils se sont retournés contre moi. J'ai besoin de ton aide, Daniel. J'ai failli rire, non pas que ce soit drôle, mais à cause de l'audace pure. Tu m'as piégé pour que je porte le chapeau pour des crimes dont tu avais connaissance, et maintenant tu veux que je te sauve. Sa mâchoire se serra. Si tu ne le fais pas, je pourrais leur dire des choses qui te donneraient une mauvaise image aussi. Je me suis approché, juste assez pour qu'elle puisse voir le calme dans mes yeux. Tu veux dire les choses qu'ils savent déjà? Les choses que Harris et le bureau du procureur ont documentées, horodatées et directement liées à toi. Son visage est devenu blême. J'ai sorti une feuille de papier pliée de ma veste et je la lui ai tendue. C'est l'avis de ma poursuite civile contre toi. Fraude, usurpation d'identité et dommages et intérêts. Tu recevras le dossier complet de mon avocat d'ici vendredi. Elle le fixa comme s'il lui brûlait les doigts. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, dis-je en me détournant. Et contrairement à toi, je ne bluffe pas. Quand j'ai atteint ma voiture, elle était toujours là, debout. Pas la femme arrogante qui m'avait dit un jour que je n'avais pas le choix, mais quelqu'un qui venait de réaliser que toutes les portes qu'elle pensait contrôler venaient de lui être claquées au nez. Et je n'avais même pas encore commencé la phase finale. Chapitre 9. Le coup de grâce. 2 mois plus tard, la phase finale s'est mise en place comme sur des roulettes. Le dossier du procureur contre mes beaux-parents était en béton, et ma poursuite civile contre ma femme avançait sans accroc. Mais je voulais m'assurer que sa réputation, celle qu'elle avait bâtie sur la manipulation et les mensonges, soit irréparable. C'est alors que Harris a appelé. La presse demande la publication des preuves non confidentielles dans ton affaire. Si tu donnes ton accord, le tribunal peut publier les documents. Je n'ai pas hésité. Fais-le. En quelques jours, les chaînes d'information locales ont publié titre après titre, des documents judiciaires révèlent l'ampleur du complot de fraude et la tentative de piéger le mari. Ils ont imprimé des extraits de ses emails, les contrats falsifiés, le plus accablant, ses propres mots discutant de la façon dont elle le ferait passer pour inapte à la garde. Les réseaux sociaux l'ont démoli. D'anciens amis ont publié des histoires à peine voilées sur les gens qui utilisent leurs propres enfants comme monnaie d'échange. Les photos qu'elle affichait autrefois de vacances somptueuses et de cadeaux coûteux sont devenues des preuves de gains mal acquis. Financièrement, elle était acculée. La poursuite civile a gelé ses derniers comptes, et le juge a ordonné des paiements de restitution directement à mon nom une fois ses actifs liquidés. Elle n'a eu d'autre choix que de vendre ses bijoux, sa voiture et même ses meubles pour rassembler le premier versement. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au tribunal lorsque le juge a finalisé l'accord. Elle me devait des dommages et intérêts complets pour fraude et usurpation d'identité. Elle était interdite de tout contact en dehors des visites supervisées avec notre fille. Elle était légalement tenue de publier une rétractation publique de ses accusations. En quittant le palais de justice, elle n'a pas voulu me regarder. Pas par honte, je ne pense pas qu'elle en soit capable, mais parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus rien à jouer. Mon père attendait dehors, appuyé contre son camion. Quand je me suis approché, il m'a frappé sur l'épaule. Je te l'avais dit, dit-il avec un léger sourire. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'assurer que la vérité est plus forte que leurs mensonges. J'ai regardé ma fille, riant avec ma belle-mère sur le trottoir, et j'ai réalisé qu'il avait raison. La vérité m'avait libéré et ne lui avait laissé que les décombres qu'elle avait elle-même créés. Épilogue, la liberté gagnée. 1 an plus tard, le chaos semblait appartenir à une autre vie. Les batailles judiciaires étaient terminées. Les paiements de dédommagement avaient commencé à arriver, et le nuage qui avait plané sur mon nom avait disparu. J'étais passé de quasi-bouc émissaire dans une fraude de plusieurs millions de dollars à l'homme qui l'avait dénoncé. La vie était plus simple maintenant, intentionnellement. Mon cercle d'amis était restreint, mes finances plus verrouillées qu'un coffre-fort, et je me concentrais sur ma fille.
Elle s'épanouissait, de meilleures notes, plus d'amis, un rire qui revenait facilement. La tension qu'elle ressentait autrefois à la maison avait disparu, remplacée par la sécurité et la routine. Quant à sa mère, aux dernières nouvelles, elle travaillait à temps partiel, vivant dans un petit appartement en périphérie de la ville. La rétractation publique qu'on lui avait ordonné de publier restait en ligne, son nom à jamais lié à l'affaire. Ses anciens amis l'évitaient, et la vie glamour qu'elle avait étalée n'était qu'un souvenir qu'elle ne pouvait ressusciter. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma terrasse, mon père m'a rejoint avec 2 tasses de café. Tu sais, dit-il, cet appel que je t'ai passé, c'était de l'instinct. Mais toi, tu as pris l'instinct et tu l'as transformé en justice. J'ai regardé l'horizon, le rire de ma fille venant du jardin. Parfois, dis-je doucement, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de vivre si bien qu'il ne pourra plus jamais t'atteindre. Et c'était la vraie victoire. Pas seulement d'avoir lavé mon nom, mais d'avoir construit une vie qu'elle ne pourrait jamais me prendre. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire si vous pensez qu'elle est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.